Bienvenue sur News TV, votre source d'information politique, claire, fiable et directe. Restez informés, gardez une longueur d'avance. Pourquoi est-il si difficile de se mettre d'accord avec Donald Trump? On sait très bien, tout le monde le sait, qu'il y a les conditions préalables sur lesquelles la Russie ne transigera pas. Et Trump le sait, mais on voit sa communication, de toute façon à Paris, on voit tout le temps différentes annonces, sa communication est très chaotique et on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il veut. Que veut Trump ou son administration? Trump, c'est un leader des États-Unis et il veut rester un leader des États-Unis et il travaille pour les États-Unis, aux intérêts des États-Unis et pas des intérêts de la Russie. Donc sa communication, si vous avez remarqué, il répète tout le temps que c'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si lui, il était le président. C'est la guerre de Biden. Donc ça c'est un élément stable dans sa communication. D'autre part, il a deux risques. Il a des gens qui, en fait, c'est le cœur de son électorat qui ne se tiennent pas l'investissement dans la défense ukrainienne et qui disent arrêtons, regardons comment ils dépensent l'argent, pourquoi on doit donner des milliards de dollars, etc. Et d'autre part, lui, il veut pas avoir l'Ukraine comme Afghanistan à l'époque de Biden. Il veut pas être un président américain qui a perdu la guerre, quoi. Clairement, parce que les États-Unis, dès le premier jour, ont participé dans cette guerre, et avec leur armement, et avec leurs conseillers militaires, et avec l'éclairage par Sputnik, etc. Donc il y a plein des terrains où ils ont, jusqu'au présent, avec d'autres spécialistes de l'OTAN, en fait, ils mènent la guerre contre la Russie. Et pour lui, c'est pas facile de trouver la balance entre des intérêts de ses électeurs. Et c'est la société américaine qui, tôt ou tard, sera fatiguée par cette histoire et, à mon avis, déjà est fatiguée par les investissements dans la défense ukrainienne. Vous croyez à sa volonté vraiment de trouver l'accord de paix? S'il trouve l'accord de paix, je crois que le Premier ministre de l'Israël va lui nominer à prix Nobel de la paix. Donc ils vont se retrouver tous les deux là-bas. On va un petit peu revenir à l'actualité française, tout très simple, puisque nous sommes au Dialogue Franco-Russe. Le responsable de la DGSE français, l'état-major des armées, intensifie et répète le discours d'Emmanuel Macron qui consiste à dire que c'est la Russie qui a désigné la France comme son ennemi principal. Autant que je sache, le Kremlin n'a jamais tenu de tels propos. Et ma question, pourquoi ces propos maintenant? D'ailleurs, ça a été dit autour de la date symbolique pour les Français, le 14 juillet, la date nationale. Pourquoi ces propos maintenant et quels sont les ennemis de la Russie pour vous? Vous savez, les hommes politiques en France ont déjà tellement ils ont déjà dit autant de mensonges sur la Russie et autant des injures que pour eux, la Russie, c'est un ennemi principal. Ça, je suis d'accord. C'est dans leur tête. C'est dans leur tête. Mais pour la Russie, la France, c'est pas un ennemi. C'est un pays qui a malheureusement perdu sa voix et son souveraineté durant les dernières décennies et qui a se plié sous l'idée de soutenir la coalition anti-russe, l'idée de Biden et l'idée des Américains au début du conflit en Ukraine. Donc tous ces principes, tous ces discours de M. Macron, à mon avis, c'est une espèce de fanfaronnade pour un peu essayer dans l'espace public de redonner à la France subjectivité, quelques rôles dans la politique européenne. Mais malheureusement, on voit que c'est assez limité, vu la réaction des Français. Parce que j'ai vu récemment que, d'après des sondages, le gouvernement de Bayrou et la popularité, le taux de popularité de président Macron ont beaucoup baissé. C'est bien sûr à cause de leurs décisions à l'intérieur de la France, mais aussi à cause que les Français ils sentent que dans
dans toute cette histoire anti-russe, il y a un piège qui attend l'Union européenne et la France aussi. Et les Russes, est-ce qu'ils écoutent ce que disent les responsables russes? Avec beaucoup de regrets. On écoute avec beaucoup de regrets. Et nous sommes sûrs et certains que l'histoire continue et que les leaders d'Europe d'aujourd'hui, avec lesquels on ne peut pas avoir ni le dialogue, ni la confiance, ni les accords, donc ils seront remplacés par d'autres personnes. Piotr Tolstoï, vous êtes représenté par les médias mainstream que vous connaissez en tant que proche de Poutine. On sait pourquoi c'est fait, c'est dans le but de diabolisation générale, finalement, parce que le président Poutine est décrit comme un dictateur terrible, et la Russie également un pays terrible avec son... Oui, on est terrible, on mange les enfants pour le petit déjeuner. Ouais. D'où vient cette diabolisation, puisque les racines, ça date pas d'hier. Et c'est une amalgame, pas juste le président ou ses proches, mais c'est aussi la Russie qui le tend. Mais écoutez, on a eu toute une époque de communisme et la Russie comme la menace principale pour la paix en Europe. On a eu après un moment de détente et quand après la chute de l'Union soviétique et des essais de décomposer la Russie, mais évidemment pour les gens qui voulaient ça, Poutine c'est un diable et tous ceux qui partagent ou soutiennent son politique sont aussi comme on a dit, j'ai lu récemment dans la presse française, les lieutenants sanglants de Poutine. Pourquoi sanglants? Pourquoi lieutenants? Mais bon, donc ça c'est des clichés qui circulent dans la propagande occidentale. Et je veux juste dire que beaucoup de journalistes occidentaux continuent à travailler à Moscou, tandis que les journalistes russes ne peuvent plus travailler en France. Voilà. Donc c'est ça la démocratie comme il est, et donc les cannibales russes, les barbares, hein, les gens qui ne connaissent pas la démocratie et donc qui ont des différentes valeurs, agissent quand même d'une façon plus démocrate que les Européens. Comment vous trouvez cette démocratie, puisque chaque fois, quand par exemple Macron ou d'autres chefs européens parlent de la Russie, ils disent que bon voilà, la Russie, il n'y a pas de démocratie, nous, c'est la démocratie, c'est pour ça qu'ils nous envient les Russes et ils veulent détruire notre démocratie. C'est vrai que bon, nos abonnés et les personnes qui ont voyagé quand même voient plus de choses, mais est-ce que vous côtoyez ces journalistes d'ailleurs mainstream? Est-ce qu'un off ils vous disent des choses ou pas du tout? Non, à mon avis, l'idée que les Russes veulent détruire quelque chose, c'est espèce de radicalisme polémique. Donc nous, on a notre démocratie, on a nos valeurs, notre propre civilisation, si vous voulez, et on vit dedans et on veut rien, on respecte les autres, la démocratie européenne ou la démocratie américaine ou la démocratie de l'Inde. On respecte les traditions et les valeurs d'autres peuples. Mais on est contre que si vous voulez, dans les relations internationales, que le droit international sera remplacé par les soi-disant impératifs américains ou impératifs de l'Occident, comme on dit en russe, есть право и правила. Donc il y a un droit et il y a des règles. Voilà, il y a le droit et il y a des règles. Donc de quoi il parle? Il parle que on ne respecte pas les règles. On n'a jamais dit qu'on va respecter les règles des autres. Nous, on a nos règles à nous, on a notre pays à nous, et on va faire à notre façon. On comprendre le monde entier, les processus historiques à notre façon, et donc on dicte pas aux autres comment vivre. Ça fait 3 ans, voire plus déjà, que l'opération spéciale, comme on dit, la guerre en Ukraine continue. Est-ce que les Russes, d'après vous, ont changé l'opinion?
Est-ce qu'ils ont changé depuis la première année? Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup, ça dépend pour les grandes villes qui sont parties. Après, certes, ils sont revenus, on en a parlé d'ailleurs l'année dernière. À aujourd'hui, en 2025, est-ce que les Russes ont leur opinion, ils ont leur propre opinion de ce qui se passe réellement? À mon avis, les chiffres des gens des bénévoles qui arrivent dans l'armée et qui chaque jour, ils disent que dans la société, il y a toujours cette réconciliation et ce soutien de la politique du président Poutine. Il n'y a pas des doutes, et il n'y a pas même, on pourrait dire que dans certains milieux, il y a la fatigue à cause des sanctions, à cause de ça, mais ça concerne surtout les 10% des gens qui habitent dans les grandes villes. Donc ça ne concerne pas la Russie entière. Et pour l'instant, non. À mon avis, il n'y a pas ce changement. Beaucoup de questions également autour du conflit entre l'Israël et la Palestine, toute cette dernière mini-guerre de 10 jours entre l'Iran et Israël avec les États-Unis, ce qui montre à quel point il est difficile de manœuvrer entre tous ces pays dans la région, sachant que la Russie parle avec tout le monde, il y a ses alliés de longue date, et finalement comment rester médiateur fiable dans des conditions de cette paix fragile, très fragile, et dans tout ce qui se passe comme guerre dans la région? On ne peut pas parler de médiation fiable quand il n'y a pas le droit international. Quand on veut, on peut envoyer un avion avec les bombes et bombarder n'importe quel pays qui n'a pas l'arme nucléaire. Vous croyez que si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, on n'était pas démantelé comme la Yougoslavie à la fin des années 90? Non. Donc nous sommes réalistes et à mon avis, il faut d'abord entendre les principes de droit international partout et après qui en fait pour exclure les décisions qui ont pris Netanyahou et Trump sur ce conflit, parce que l'Iran, c'est pas l'Iran qui a tiré sur l'Israël, c'est l'Israël qui a tiré sur l'Iran. Et la position de la Russie dans le conflit entre Israël et la Palestine, qui ne date pas d'hier, qui ne va pas se terminer demain, et quand on écoute la communication des uns et des autres, il y a ceux qui disent qu'il y a le génocide, l'autre qui disent on défend notre territoire. Comment faire? Puisque la Russie, également l'Union soviétique à l'époque, a été toujours respectée dans la région et était entendue et écoutée. Oui, le problème c'est que notre position n'a pas changé. Nous sommes pour un État indépendant palestinien. Et à mon avis, Israël exagère dans les questions de territoire quand ils disent que c'est leur territoire. Non, c'est eux qui sont venus à un moment vivre sur les territoires de Palestine. Et il faut 2 États indépendants, Israël et Palestine, sur ces territoires. Mais cet accord, il doit être produit des volontés des grands pays. Donc il faut la nouvelle Yalta pour résoudre ce problème. Il n'y a pas de volonté? À mon avis, non. Aujourd'hui, non. Il y a ceux qui regardent sur ce qui a fait Israël à Gaza, qui disent oui, c'est la génocide. Et qu'est-ce que vous allez dire? Ah non, on ne va pas dire ça en public, on ne va pas agir, on ne va pas rien faire. Donc regardez les positions des leaders européens. À mon avis, c'est hypocrisie pure sur ces questions. Est-ce que la Russie parle de ces problèmes-là avec les États-Unis en ce moment? Puisque apparemment les États-Unis et la Russie se parlent pratiquement tous les jours. Comme a dit Trump, il était impossible. C'est-à-dire, il croyait que c'était possible de terminer la guerre en 24 heures, 6 mois plus tard. Il sait très bien que c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a beaucoup de sujets et il ne peut pas ne pas parler à la Russie. Est-ce que pensez-vous qu'ils se parlent? Oui, à mon avis, il y a un effort pour rétablir le dialogue de 2 grands pays, quoi. C'est normal. Parler avec les Américains, c'est normal. Avoir le dialogue, c'est normal. Il y aura plus de confiance avec le dialogue. Quand, à l'époque de précédent président des États-Unis, il y avait cette rupture, à mon avis, c'est beaucoup plus dangereux pour le monde entier.
J'ai reçu beaucoup de commentaires suite à la vidéo, l'une des dernières vidéos que j'ai faites sur notre chaîne du dialogue franco-russe, juste après l'appel d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Et la question la plus fréquente n'était pas de quoi il s'agissait, parce qu'on a vu les communiqués, certes c'était très formel, mais quand même. Mais pourquoi Poutine a répondu? Et ma question serait, la dernière fois, l'été dernier, quand on s'est vu, je vous ai posé la question, est-ce que demain, si vous rencontrez Emmanuel Macron, qui est encore président de la France, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Vous avez dit non. Est-ce que c'est toujours le cas? Et pourquoi finalement Vladimir Poutine a répondu? Vladimir Poutine a répondu parce que Vladimir Poutine est un homme politique très poli et très attaché à des traditions de communication internationale délicates et polies. Donc, à mon avis, même après que Macron a publié leur entretien téléphonique, un des premiers, Macron, il passe son temps à taper le numéro de Poutine, mais cette fois-ci, il a bien tapé et Poutine a répondu, donc c'est normal. Mais sans plaisanter, oui, Poutine est quelqu'un qui est pour le dialogue. La Russie n'a jamais dit que nous sommes contre le dialogue, mais nous sommes pour le dialogue qui va assurer notre sécurité globale du pays. Et c'est le président de la Russie qui mène ce dialogue avec des autres leaders européens. Moi, personnellement, j'ai rien à dire à Emmanuel Macron. Ni à Brigitte? La dernière fois, vous vouliez dire quelque chose à Brigitte. Là, ça a changé. Non, Brigitte, ça va. Elle fait des bons coups. Donc, pour l'instant, elle tient sa ligne. Très bien. Vous avez participé au dernier sommet des BRICS, je crois. Quel est le meilleur résultat, pour vous de ce sommet? Est-ce qu'il a eu du succès? Il a été très mal médiatisé, très peu médiatisé. On a sur la stade que on essaie avec les partenaires de BRICS de trouver des accords pour rendre le monde plus juste, le monde multipolaire. C'est pas facile parce qu'il y a des différences culturelles, il y a des différences économiques, il y a des différents intérêts politiques des pays, mais on trouve petit à petit, on trouve des points où nous sommes d'accord et on avance. Donc, à mon avis, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses à médiatiser. Mais si, par exemple, le président américain Trump menace à des nouveaux tarifs contre les pays de BRICS, cela dit que le dollar est menacé et que les Américains, ils le sentent très bien, qu'ils ne veulent pas un nouveau ordre du monde multipolaire qui va sans doute venir sur la place de l'ordre occidental.